La perspective, ce n'est pas seulement ce à quoi on la réduit souvent, c'est l'idée d'un point de fuite où convergent toutes les lignes de fuite, et puis ensuite d'un point de distance qui permet de représenter la diminution des objets en fonction de la position de l'observateur, etc. La perspective, telle qu'on la pratique en tout cas au XVe siècle et encore après, elle commence par autre chose. Et la première opération du peintre, c'est pas le point de fuite. La première opération du peintre, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le cadrage. C'est-à-dire en fait le fait de poser le cadre à l'intérieur duquel on pourra contempler l'histoire. J'ai déjà dit, mais je le répète parce que j'y tiens beaucoup, la fenêtre d'Alberti, la fameuse fenêtre d'Alberti, elle n'ouvre pas sur le monde, pas du tout. C'est pas un détail du monde qu'on voit à travers cette fenêtre. La fenêtre d'Alberti, c'est le cadre. Il dit un quadrangle à partir duquel on puisse contempler l'histoire. Et c'est donc à partir, c'est le cadre, enfin c'est le cadrage, le dessin rectangulaire de la surface qu'on va peindre qui détermine toute la perspective. C'est la première opération du peintre, ça commence par là. Et de fait, si on commence à regarder les peintures du XVe siècle de ce point de vue, on se rend compte que les peintres se sont immédiatement posé le problème du cadrage de leur représentation et même de la représentation de ce cadrage à l'intérieur même de la peinture. Par exemple, si vous allez dans les églises toscanes, regardez des fresques des années 1430, 1460, je vous conseille de regarder ce qui se passe à l'angle des murs. C'est-à-dire que vous avez les murs occupés par une fresque et puis au fond de la chapelle, vous avez l'angle, un autre mur. Qu'a choisi comme solution le peintre à cet angle-là? Est-ce qu'il a peint un bord? Est-ce qu'il a peint un cadre? Est-ce qu'il a peint un pilastre, etc. Et vous verrez que certains peintres, je pense ici à Masaccio, bien sûr, mais aussi à Filippo Lippi, à Prato, se sont posé la question du cadre, du bord et des limites constitutives de l'espace de la fresque de manière remarquablement intelligente. À Prato en particulier, Filippo Lippi peint un cadre, mais fait que l'action passe à travers le cadre. D'un côté, vous avez de la chapelle, vous avez des bourreaux qui jettent des pierres sur Saint-Étienne qui est peint sur le mur de fond, et donc les pierres sont supposées traverser l'espace réel de la chapelle. De l'autre côté, le bourreau a décapité Saint-Jean-Baptiste qui est sur le mur de fond, et le coude du bourreau correspond exactement avec l'angle de la chapelle, et il donne la tête de l'autre côté, sur le mur latéral, à Salomé. Donc la question du bord, du cadre, du cadrage est essentielle dans la définition de la perspective. Et je crois qu'un des peintres qui l'a le mieux perçu, conçu et représenté, comme par hasard, c'est Fra Angelico. Et là, on va revenir aux annonciations, les deux annonciations très proches l'une de l'autre de Fra Angelico, le tableau d'autel de Cortona, qui est conservé au musée diocésain de Cortone, et la fameuse fresque du couvent de San Marco. Apparemment, les deux images sont pratiquement identiques, c'est le même schéma général. C'est-à-dire que l'ange arrive par la gauche, la Vierge est sous un portique, la partie gauche de l'image est occupée par le jardin clos, l'Hortus Conclusus, donc une prairie, des petites fleurs, une barrière, et puis une sorte de forêt à l'arrière-plan. Et puis toute la partie droite de l'image est occupée par le bâtiment de la Vierge, la Domuncula, la petite maison, la Vierge étant assise sur un trône dans un cas, sur un tabouret dans l'autre, et puis entre les deux, l'ange et la Vierge. L'ange a pénétré le portique, il est dans la première arcade, la Vierge est dans la deuxième arcade. Entre les deux s'ouvre dans le mur de fond la porte menant à Cortona, à la chambre de Marie, à San Marco, à une cellule de couvent, qui est la chambre de Marie, mais puisqu'on est au couvent dominicain de San Marco, cette chambre prend absolument l'aspect d'une cellule de moines dominicains. Donc le schéma est le même, c'est de la rencontre de l'ange et de la Vierge dans un portique qui fait un angle, c'est-à-dire que le portique arrive, puis le bord du portique donne sur le jardin, et il s'enfonce à la profondeur vers une sorte de corridor qui aboutit à un mur. Bon, le résultat, c'est qu'on a à Cortona, très clairement, quand on le voit au premier coup d'œil, on a un bâtiment qui, d'un côté, sur la gauche, a 3 arcades, alors que du côté du spectateur, c'est-à-dire à la surface du tableau, ce bâtiment ne présente que 2 arcades, le tableau est encadré de telle sorte que on ne voit pas la 3e arcade. Mais tout suggère qu'on a affaire à un bâtiment carré, un cube, avec une façade comportant 3 arcades, l'angle
la colonne d'angle, et puis la façade orientée vers nous, avec 2 arcades, la troisième étant coupée par le cadrage de l'image. Et au milieu de la surface géométrique du panneau, la porte donnant sur la chambre de la Vierge avec le rideau rouge, on y reviendra peut-être, du rideau de la Vierge. Ça, c'est le schéma de l'Annonciation de Cortone. Quand on est à San Marco, c'est le même schéma. Le point de fuite s'est déplacé. À Cortona, le point de fuite était au bord exact du tableau et déterminait un horizon très intéressant. Mais il était au bord, donc l'architecture fuyait légèrement sur la gauche. Au contraire, à Cortona, le point de fuite est revenu vers le centre de la fresque et donc le corridor, le portique qui est sur la gauche du bâtiment, eh bien, il vient vers le centre de la fresque. On voit les 3 arcades. Sur la façade, vers nous, on voit les 2 arcades, l'ange de même endroit, la Vierge de même endroit, mais Fra Angelico, curieusement, a cadré de telle sorte qu'on voit le départ d'une 3e arcade à San Marco, ce qui était absolument invisible à Cortona. Bien, on voit le départ d'une 3e arcade, et donc on ne sait plus où s'arrête le bâtiment, parce que l'impression, automatiquement, c'est que sur la droite commence un portique dont on ne sait pas où il s'arrêtera. Ce qui est très intéressant par ailleurs, c'est que toujours à San Marco, donc cette annonciation qui est en haut de l'escalier, qui accède au premier étage, au dortoir de San Marco, mais dans une zone qui était encore accessible à des laïcs, n'était pas réservée exclusivement aux moines. Eh bien, à San Marco, Fra Angelico, qui a cadré différemment de ce qu'il avait fait à Cortona, Fra Angelico, par ailleurs, a représenté, il a peint le cadre. C'est-à-dire qu'il a peint, la fresque ne se limite pas à la représentation de la maison de la Vierge, du jardin de Clos, de la forêt, de la palissade, de l'ange de la Vierge et de la petite cellule. En plus, Fra Angelico a peint à fresque le cadre gris. Il imite la pierre, il met le travertin gris, et ce cadre a lui-même un point de fuite. Le point de fuite du cadre ne correspond pas au point de fuite de la fresque. Il y a deux... Dès qu'on commence à regarder ça d'un peu près, ça devient une complexité et une subtilité extrême. Parce que si on commence à remarquer ce genre de choses, eh bien on constate par exemple que le cadre peint en gris à San Marco a la même couleur que le pilastre gris qui jouxte la fresque. On remarque sur la gauche, on remarque à ce moment-là que l'orientation double du corridor peint, du portique peint de l'Annonciation, un qui s'enfonce à profondeur sur la gauche, l'autre qui part sur la droite avec son début de 3e arcade, correspond exactement à la réalité des corridors de San Marco, qui à gauche du pilastre réel s'enfonce vers les cellules sur la gauche, tandis qu'à droite, eh bien, ça part sur la droite et autre direction de parcours du réfectoire. Donc on se rend compte que Fra Angelico a conçu le cadrage et la représentation du même principe, un édicule, etc. Il l'a conçu en fonction de la situation réelle de la fresque, de manière à ce que le moine dominicain ou le laïc ayant droit à une cellule, je pense à nouveau à comme l'Ancien qui avait sa cellule au couvent de San Marco, eh bien, passant devant cette annonciation, disant l'Ave Maria, comme lui recommande la fresque, qui dit « N'oublie pas de dire l'Ave Maria quand tu passes devant cette fresque », eh bien, ensuite, une fois qu'il quitterait la fresque, il entrerait dans un parcours déjà indiqué dans la fresque par le cadrage, ainsi sur le cadrage, d'un côté à gauche, s'enfoncer dans le portique vers sa cellule, ou bien aller à droite et aller vers d'autres cellules, à droite du corridor. Donc, le cadrage à San Marco est tout à fait essentiel par rapport à la situation, je dirais presque géographique de la fresque dans le parcours du couvent. Si je reviens à l'Annonciation de Cortone, là, c'est très différent puisque, je l'ai dit il y a 2 minutes, le cadrage fait que nous ne voyons rigoureusement que 3 arcades sur la gauche, fuyant latéralement pour un point de fuite qui est placé au bord du tableau, et 2 arcades de face. Si on fait attention, on comprend qu'il doit y en avoir une 3e parce que sur le mur, il y a 3 arcs aveugles inscrits, donc ça implique un bâtiment carré de 3 arcs sur 3 arcs, mais aucune indication d'un corridor, d'un portique, disons, se développant vers la droite. Au contraire, une œuvre close, fermée, d'un bâtiment ayant 3 arcades sur 3 arcades. Cela dit, ce que je vois d'abord, c'est 2 arcades face à moi, 3 sur le côté, et d'abord, j'imagine que la Vierge, son trône, s'appuie contre le mur peint. Il faut que je fasse, si j'en ai envie, si j'ai envie de réfléchir, il faut que je fasse le plan au sol, comme en architecture, de ce bâtiment peint, pour me rendre compte qu'en fait, la Vierge n'est pas du tout appuyée, son trône n'est pas appuyé contre mur, elle est au milieu de ces 3 arcades virtuelles. Il y en a 2 réelles face à nous, 3 sur le côté, et une 3e virtuelle face à nous, est au milieu des 3 arcades virtuelles. Et donc, qu'a fait exactement Fra Angelico? Pourquoi avoir cadré son bâtiment de manière à me faire croire qu'il avait 2 arcades sur 3, mais en fait en construisant de telle sorte que si je fais attention, il en a 3 sur 3. Alors, de dire que la question
mérite réflexion. Je crois très franchement que la réponse n'est pas trop complexe, parce que même si Fra Angelico était un dominicain, même si les dominicains sont des grands spécialistes en théologie, je crois que ce tableau qui s'adressait aux fidèles de Cortona ne pouvait pas développer savamment des concepts théologiques, il devait développer visuellement, et donc assez simplement. En fait, ce qui se passe, c'est que ce bâtiment est le bâtiment cadré tel qu'il est cadré à Cortona, hein. Eh bien, ce bâtiment est le bâtiment où a lieu l'Annonciation. L'Annonciation, c'est quoi, hein? Bon, c'est le moment où Gabriel vient voir la Vierge Marie et lui dit « Tu concevras un enfant », etc. Ça. Bon, et l'Annonciation se termine par l'incarnation. À la dernière, quand la Vierge dit à l'ange « Mais comment cela sera-t-il possible puisque je n'ai pas connu d'homme ?» L'ange lui répond « Rien n'est impossible à Dieu qui est tout verbe. L'ombre du Très-Haut, la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre, etc. etc. » À ce moment-là, la Vierge répond « Ecce ancilla Domini, hein, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ton verbe. Fiat mi secundum verbum tuum. » Donc, et dans l'instant même, hein, l'incarnation est faite. C'est-à-dire que dès lors que la Vierge accepte, elle aurait pu dire non. Elle accepte librement. Mais dès lors qu'elle dit oui, Ecce ancilla Domini, fiat mi, l'incarnation est faite. Au fiat lux, si vous voulez, du début, hein, de toute la Bible, répond, hein, au début de l'ère chrétienne, le fiat mi, secundum verbum tuum. C'est un moment théologiquement et, je dirais, émotivement, absolument considérable. Bien. Donc, c'est le bâtiment au lieu de l'Annonciation qui aboutit dans cet instant, on ne peut pas dire magique, ça serait sacrilège, mais dans un certain temps mystérieux, hein, du fiat mi, qui est celui de l'incarnation. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'incarnation? C'est le moment, en fait, où se réalise la Trinité. Dieu a toujours été trois en un. Lui le sait. Mais pour qu'il soit trois en un, il faut bien que, historiquement, hein, il s'incarne. Il s'incarne au moment où elle dit fiat mi. Je pense très sincèrement que c'est la raison profonde de ce cadrage singulier de Fra Angelico à Cortona qui fait que le bâtiment a l'air d'être 2 sur 3, hein, 2 arcs sur 3 arcs, alors qu'en fait, il a toujours été 3 sur 3. Mais c'est le moment où, tout d'un coup, se réalise, se met en visibilité le 3 en 1, qui est celui de l'incarnation du Dieu Train, comme on disait, au moment de l'incarnation. Et ce qui me fait penser cela, c'est pas une forme d'esprit compliqué de ma part, hein, c'est pas le fait que j'aurais un esprit particulièrement compliqué ou subtil, c'est qu'il y a autre chose à voir, il y a 2 autres choses à voir dans l'Annonciation de Cortona, de Fra Angelico, à travers ce cadrage, hein, parce que c'est le cadrage qui nous sert de point de départ, qui fait un bâtiment de 2 sur 3. Les 2 autres éléments à voir qui sont, je crois, alors l'un invisible de loin, et n'oubliez pas que ces tableaux étaient faits pour être vus de loin, puisqu'il était sur un autel, et l'autre visible de loin, mais plus complexe à percevoir. Le premier, c'est que j'ai donc, entre l'ange et la Vierge, on a vu qu'il y avait il y a 2 arcs, donc il y a une colonne qui sépare l'ange de la Vierge, tout à fait normalement, comme à San Marco. Il se trouve simplement que le dialogue entre la Vierge et l'ange est inscrit en lettres d'or sur l'Annonciation de Cortona. L'ange dit à la Vierge, de gauche à droite, la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre, etc., etc. Et la Vierge lui répond, alors curieusement, de droite à gauche et à l'envers. C'est absolument illisible. Alors non seulement ce n'est pas visible de loin, mais en plus, il faudrait retourner le tableau pour pouvoir le lire. Hein. Et elle répond « Ecce ancella Domini, fiat mi secundum verbum tuum », la réponse, la salutation qui fait l'incarnation. Il y a un élément, je veux dire, je suis heureux d'avoir remarqué, c'est que dans cette formule, archicanonique, hein, que tous les prêtres connaissent, sinon tous les fidèles, eh bien, on peut lire seulement « Ecce ancilla Domini, verbum tuum ». Fiat mi secundum a disparu. Hein, ce fiat qui fait l'incarnation a disparu. Alors d'abord, on pense qu'il passe derrière la colonne. Et donc il serait inscrit dans l'espace derrière la colonne. Mais quand on regarde la salutation angélique, on voit qu'elle est complète, hein, que la colonne n'interrompt rien. Hein, il n'y a rien derrière la colonne quand on parle de l'ange, et donc c'est pas derrière la colonne qu'est le fiat mi secundum, c'est dans la colonne. La colonne est le fiat mi secundum. Et cette colonne, ben oui, alors là, il n'y a pas de quoi être trop surpris, puisque la colonne est un signe, alors un symbole absolument traditionnel du Christ. Le Christ est la colonne, Christus est columna, columna est Christus. Donc, non seulement il y a ce cadrage qui nous suggère le passage de 2 sur 3 ou un 3 sur 3, toujours présent mais caché, qui sera visible maintenant, mais le fiat mi secundum eh bien, devient un élément même de l'architecture, c'est le corps de la Vierge. C'est la Vierge comme temple, c'est la Vierge comme lieu architectural où se réalise l'incarnation, autre métaphore très connue de la Vierge comme bâtiment. Et ce qui va encore dans ce sens, et là on revient au cadrage, après l'avoir quitté un petit peu, c'est que le cadrage implique quelque part qu'il y a un milieu du tableau, un milieu géométrique où se croisent des deux diagonales. Eh bien, dans l'Annonciation de Cortona,
alors que le point de fuite est latéral, il est sur le côté. Le centre géométrique du tableau est occupé par la porte donnant sur la chambre de la Vierge très obscure, où tout ce que je peux voir, c'est l'angle d'un lit et un rideau rouge, le baldaquin rouge du lit de la Vierge. Et je trouve deux choses à ce propos. C'est que, premièrement, si on fait à nouveau le plan au sol du lit par rapport au bâtiment, on se rend compte que le lit n'entre pas dans le bâtiment. Il est insituable, il est au-delà du mur de fond. Donc, il échappe à la perspective, à la règle de la perspective. La perspective mesure le monde, mais le mystère du corps de la Vierge échappe à toute mesure. C'est le Saint des Saints, obscur, et qui échappe à toute mesure. Tout ce que je peux voir, donc, c'est cet angle du lit qui me situe au-delà de toute perspective, et le rideau rouge, au centre géométrique de l'image, rideau rouge sur lequel vient s'inscrire à plat parfaitement l'auréole de l'ange Gabriel. Et là s'ouvre notre question, pourquoi ce rouge au milieu du tableau avec l'auréole d'or s'inscrivant dessus? Rien n'obligeait à peindre un rideau rouge sur le baldaquin de la Vierge. Après tout, elle vivait dans une petite maison très pauvre. L'annonciation de San Marco est plus juste de ce point de vue-là, est juste un tabouret, une petite cellule. Pourquoi ce baldaquin rouge? Le rouge, à mon avis, c'est évidemment la couleur du sang. Et qu'apporte la Vierge à l'incarnation? Elle apporte son sang. La femme donnait le sang et l'homme donnait la forme. Et Dieu donne l'homunculus, ça sera le petit Jésus qui quelquefois apparaît portant déjà sa croix dans certaines annonciations, mais que donne la Vierge? Elle donne son sang. Et je pense fondamentalement que ce rideau rouge au cœur géométrique du tableau, dans l'obscurité, au-delà de toute mesure de la chambre de la Vierge, eh bien c'est le sang de la Vierge qui va donner matière au corps du Christ, à l'incommensurable, figuré par l'auréole d'or. Alors qu'un peintre comme Fra Angelico soit à ce point attentif au cadre et au cadrage et à la position réciproque de ce qui vient dans l'image. Je pense à l'ange Gabriel qui arrive par la gauche dans l'espace, le lieu figuratif de l'Annonciation, en fait ne doit pas trop surprendre. Parce que Alberti le dit déjà, le cadran l'un de la fenêtre, il est ce à partir de quoi, et non pas ce à travers quoi, on puisse contempler, le mot latin c'est contueatur, c'est pas tueatur mais contueatur, non pas regarder, mais contempler l'historia, c'est-à-dire la composition de peinture. Et ce mot de contueatur, de contempler, m'a toujours fasciné. Je pense qu'il y a une logique extrême, parce que dans contempler, il y a temple. Il y a temple, et qu'est-ce que c'était que le templum qu'on contemplait en latin, et ces gens-là savaient très bien le latin, eh bien c'était le carré ou le rectangle que les aruspices romains dessinaient avec leurs bâtons dans le ciel, pour attendre que d'y voir comment y passeraient les aigles. Et selon la direction, le nombre, la vitesse, etc., des aigles passant dans ce templum, le templum au départ il est dessiné dans le ciel, eh bien l'aruspice pouvait faire telle ou telle interprétation de ce qui était dit par ces signes. Et je crois que cette notion donc de délimitation d'une zone, au départ dans le ciel, après au sol, et ça devient le templum comme sacraire, comme lieu du sacré, puis dans la peinture, comme le quadrangle albertien déterminant le templum de la peinture, où on va contempler, non plus regarder le monde, mais contempler la composition, et donc autre chose que le réel. Je pense que les mots mêmes qu'emploie Alberti et la pratique, par exemple, de Fra Angelico, montrent que c'était parfaitement conscient chez les gens du XVe siècle. La peinture, pour eux, n'est pas un double du réel. Il n'y a pas de réalisme au XVe siècle. Il y a la création d'un templum où contempler la composition et ce que dit et pense la peinture.